Nouvelle édition du journal sur Télé 50, on commence par les nouvelles du Sénat où a été convoquée une deuxième session extraordinaire pour le 10 août prochain. Cette session devra se pencher notamment sur l'adoption du projet de loi relatif aux annexes à la loi électorale qui n'a pas été adopté faute de quorum à la clôture de la première session vendredi dernier. En l'absence du président du Sénat, c'est le vice-président de cette structure, Mokolo Apombo, qui a convoqué ces travaux. La pression a été grande pour que le bureau du Sénat se ravise pour convoquer une nouvelle session extraordinaire, ne fût-ce que pour une seule journée, afin de voter cette loi qui risque de bloquer le bon déroulement du processus électoral en République démocratique du Congo. Le président du Sénat étant absent, le vice-président de la Chambre haute, Mokolo Apombo, rappelle tous les sénateurs à ne pas manquer ce rendez-vous important pour le pays, surtout qu'après 2016, la RDC n'a jamais plus organisé les élections locales, municipales et urbaines, réputées complexes par le nombre de candidats et des sièges. Convoqués en session extraordinaire sur demande du chef de l'État, les deux chambres du Parlement devraient se focaliser sur l'examen du projet de loi sur le statut des chefs coutumiers, du projet de loi portant répartition des sièges pour les élections, ainsi que le projet de loi sur les services publics du pouvoir central, des provinces et entités administratives et décentralisées. À la clôture, l'Assemblée nationale a pu exploiter tous les points, contrairement au Sénat où les annexes proposées par la CENI sont restées en souffrance. Faute donc de quorum, le Sénat n'a pas pu voter la loi portant répartition pour les élections locales, municipales et urbaines. Sur les 108 sénateurs qui composent cette chambre, 62 seulement ont pris part au vote. Au terme de l'opération, 47 ont voté oui, 2 ont dit non, tandis que 15 autres se sont abstenus. Et donc, le vote ne s'est pas opéré à la majorité absolue, soit 55 sénateurs, comme le stipule la loi en la matière. En attendant donc le 10 août, il importe de savoir, comme prévu dans la Constitution, que c'est la position de l'Assemblée nationale qui finira par prendre le dessus en cas de blocage. Et comme je l'ai annoncé au début du rapatriement des réfugiés congolais en Centrafrique, ils sont plus de 600 personnes concernées par cette opération. Et hier lundi, à son lancement, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a évacué un premier groupe de 39 réfugiés par voie aérienne de Zemio vers la zone d'Ango dans la province orientale. L'objectif est de rapatrier dans les 3 prochaines semaines un total de 628 réfugiés, dont 12 vols affrétés. Ces réfugiés appartenaient à un groupe de 5000 personnes partis de la République démocratique du Congo en 2008 et en 2009 pour échapper aux attaques du groupe rebelle ougandais de l'armée de résistance du Seigneur LRA. À l'époque, la LRA gagnait en puissance, pillant des villages, incendiant les maisons, multipliant les enlèvements et les viols et utilisant des enfants comme soldats et esclaves sexuels. Aujourd'hui, d'après le HCR, suite à l'instabilité centrafricaine, tous ont souhaité revenir au pays. Ces personnes s'ajoutent sur la liste des quelques 2800 Congolais qui s'étaient réfugiés en Centrafrique la même période, fuyant cette fois-là les violences dans ce pays depuis le début de la crise en 2013. Le déplacement des populations est un mal qui ronge une bonne partie de l'Afrique, y compris les Grands Lacs, dû à l'influence des forces négatives. Grâce aux efforts de dirigeants, l'option première était d'abord de rétablir la paix. À l'exemple de la République démocratique du Congo, dont l'Est a recouvré sa stabilité au terme d'une longue série d'instabilités causées par des forces négatives, la plupart en provenance de ses voisins. Conséquence, le déplacement de populations au-delà des frontières. Ainsi aujourd'hui, l'objectif poursuivi par le dirigeant congolais appuyé par le HCR, rapatrier tout Congolais désireux revenir au pays, une étape difficile mais il le faut. Cette démarche pourra réduire sensiblement le nombre de réfugiés congolais dans le monde. Selon des récentes statistiques, le nombre de réfugiés dans le monde avait fortement progressé l'année dernière, atteignant 51,2 millions. En tête de liste, l'Afghanistan qui a continué de représenter la majeure partie des réfugiés dans le monde avec 3 millions de personnes suivies des Irakiens et Somaliens. La République démocratique du Congo vient de participer aux travaux de la 9e session de la Commission mixte économique et commerciale sino-congolaise à Beijing en Chine. Le ministre Raymond Tshibanda et son homologue chinois ont signé un accord de coopération dans plusieurs domaines. Il faut signaler que la République démocratique du Congo et la Chine travaillent ensemble depuis plusieurs années dans le domaine des infrastructures.
Le jeudi 30 juillet 2015, au ministère du Commerce à Beijing, Raymond Tshibanda a conduit la délégation congolaise lors des travaux de la 9e session de la commission mixte économique et commerciale sino-congolaise, et la partie chinoise était conduite par le vice-ministre chinois du Commerce, Qiang Keming, en présence des experts de deux parties qui, à cette occasion, ont échangé sur les questions du développement et de la coopération économique entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Les deux parties ont convenu de continuer à intensifier la coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment dans le domaine de l'agriculture, l'industrialisation, les infrastructures routières et ferroviaires, l'eau et l'électricité pour améliorer les conditions des populations congolaises en milieu urbain et ruraux. Les travaux de la commission mixte ont été sanctionnés par la signature d'un accord de coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun entre Kinshasa et Beijing. Il fallait encore attendre un peu et ça y est, c'est annoncé pour bientôt. L'aéroport international de Goma va connaître la venue de nouvelles compagnies internationales dont Ethiopian Airlines et Emirates devant desservir la ligne Goma-Dubaï. Ceci fait suite à l'inauguration lundi par le président Joseph Kabila de la piste prolongée après des travaux de réhabilitation. C'est Abdallah Bilengue, directeur général de la RVA, qui l'a dit au micro de nos reporters. Le chef de l'État a insisté là-dessus que l'aérogare qu'on va refaire ici, en soi, c'est cet aérogare qui sera modernisé avec des extensions. Et ça se fera très rapidement, capable de recevoir les vols internationaux qui sont entendus sur cette plateforme. Les aspects sécuritaires, c'est d'abord, l'aéroport est doté maintenant des équipements d'aide à la navigation aérienne. Nous avons dit dans notre ce qu'on appelle les VOR 2 mains, qui sont installés à côté de la piste. Ça permet d'abord d'indiquer au pilote l'itinéraire de l'aéroport ainsi que la distance par rapport à sa position. Ça c'est de 1. 2. Nous avons maintenant une piste largeur de 40 mètres, une longueur de 2665 mètres. C'est une longueur sécurisante qui permet aux aéronefs, en tout cas jusqu'au Boeing 777, d'atterrir sans problème et de freiner sans précipitation. Allez, on va s'intéresser à la deuxième phase de la campagne présidentielle des soins gratuits organisée au Katanga. Ici, la première étape consiste à opérer 150 personnes atteintes de goitre. Ces activités ont lieu à l'hôpital général Jason Sendwe comme lors de la première phase. Josué Mouyumba. Ils sont au nombre de 317 les patients atteints de goitre enregistrés dans le cadre de la campagne présidentielle de soins gratuits, une initiative de la première dame Olive Lembe Kabila. En premier lieu, 150 vont subir l'intervention chirurgicale pendant 10. Leurs noms sont déjà affichés à l'hôpital général Jason Sendwe. Pour cette deuxième phase de la campagne sanitaire caritative du couple présidentiel, des médecins spécialistes de la capitale du cuivre et ceux en provenance de Kinshasa sont déjà mobilisés. Parmi les patients concernés, 5 seront transférés dans la capitale. La première phase de la campagne s'était déroulée du 1er au 30 avril courant. Le succès constaté à l'issue de l'opération avait permis à la première dame de réceptionner un diplôme d'excellence de la part du ministère national de la santé. Au cours de la première phase, plus de 30 000 personnes venues de tous les coins du Grand Katanga étaient consultées. Lubumbashi, José Mouyumba, Télé 50. Sur le continent, on parle du bilan d'une récente attaque attribuée aux djihadistes au Mali. Cette attaque intervenue ce mardi fait état de 11 morts, un blessé et 2 véhicules saccagés à Tombouctou. Jusque-là, l'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais la piste djihadiste est évoquée en entendant l'ouverture ce même mardi d'une enquête censée faire de la lumière sur ces violences à répétition commises sur les populations du sud-est de ces pays. Il était environ 6 heures du matin à Tombouctou, dans le sud-ouest du Mali, lorsque des hommes armés non encore identifiés ont attaqué le poste de sécurité de la garde nationale de Gourma-Raous, à environ 140 km à l'est de la ville. Selon un communiqué du gouvernement malien publié ce mardi, le bilan fait état des 11 gardes tués, d'un blessé et de quelques dégâts matériels. Visiblement, ces hommes n'ont pas raté leur cible. À quelques heures de l'attaque, ces djihadistes ont pris d'assaut une unité de l'armée malienne basée dans ce village
et ont réussi à tuer 9 soldats, détruit 4 véhicules et emporté un important butin. À en croire la MINUSMA, qui condamne avec la dernière énergie ces actes, les responsables doivent être recherchés, poursuivis, jugés et punis, car estime-t-elle que la sanction d'un criminel connu servira de leçons de morale à plusieurs encore sous couvert d'anonymat. Par ailleurs, cette structure propose de faire avancer le processus de paix dans ce pays et invite le gouvernement et tous les autres acteurs impliqués à conjuguer leurs efforts pour parer aux défis terroristes qui menacent le Mali et son peuple. Il faut dire que cette attaque est la deuxième, la plus meurtrière en un mois, après celle qui a provoqué la mort des 6 soldats burkinabés de la MINUSMA le 12 juillet dernier. Et puis en sport, poursuite ce mardi du séminaire de lutte contre la violence dans les stades avec des travaux en atelier. Les travaux qui devront aboutir à des résolutions pouvant contribuer à la pacification des stades en République démocratique du Congo. Un travail est aussi attendu du côté de la presse qui prend part active à ce séminaire. Occasion pour le président de l'Union nationale de la presse du Congo d'interpeller les chevaliers de la plume dans le traitement des informations. Prenant part active à ces séminaires de lutte contre les violences dans les stades, les journalistes sportifs, dont les traitements des informations est loin de favoriser le climat de paix dans les installations sportives, sont ici interpellés par les présidents de l'UNPC. Tous les professionnels des médias à prendre conscience de cette situation et à traiter l'information avec beaucoup de professionnalisme et surtout à ne pas laisser les politiciens les manipuler pour véhiculer des messages qui incitent à la violence, qui incitent à la haine. La saison sportive 2015-2016 politiquement mouvementée, les journalistes devraient avant tout être agents de paix et non le contraire, a martelé Kassunga Chilunde. Parce que vous savez que même la déontologie journalistique nous impose d'éviter tout ce qui est lié à la violence. Nous impose de faire en sorte que le journaliste soit un agent de la paix. Mais si vous ne pouvez pas faire la paix avec la violence, avec la haine, avec les insultes, non. Donc je crois que chacun de nous est responsable dans son secteur et il faudra que un séminaire comme celui-ci puisse être une occasion pour les uns et les autres de prendre conscience du danger que la communauté court avec cette violence dans le sport, afin que demain on puisse arrêter, que cette violence ne puisse pas s'intensifier dans d'autres secteurs. Notons par ailleurs qu'à l'ouverture de ces séminaires de lutte contre les violences dans les stades, en tant qu'invité des marques, ministre en exercice, ministre honoraire des sports, commissaire général de la police, secrétaire général du comité olympique congolais et député national ont tous reçu du président de la FECOFA les armoiries de sa fédération. Si en sport, ici au pays, l'actualité c'est cet atelier. En culture, par contre, c'est la prise officielle ce mardi des commandes de la Société de droit d'auteur et de droit voisin de la République démocratique du Congo, SOCODA, par le nouveau comité. Vous vous souviendrez que ce comité a été élu au terme de l'Assemblée générale ordinaire de la SOCODA, avec à sa tête Verkis Kiamwangana Mateta, désigné comme président du conseil d'administration, succéda ainsi au comité Mondonga. Ce journal est fini, on se retrouve très vite pour la revue de presse.